Nous sommes en 1994. J'ai à peine 10 ans et j'observe accoudé au rebord de la fenêtre les étoiles, le ciel, l'univers. C'est à ce moment précis que ma carrière d'angoisse a débuté. Des dizaines de questions auxquelles je n'avais pas les réponses fluctuaient au fil des jours dans ma tête d'enfant. Pourquoi nous sommes sur Terre? Où allons-nous après la mort? Quel est mon rôle sur cette planète? L'anxiété a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et au fil des années, ces questions sont devenues une mode de vie obligée plutôt qu'une envie de philosopher lors d'un cours ou cégep. Malheureusement, parce que l'anxiété vient rarement seule, un manque de confiance en soi est venu empoisonner ma vie par des mauvais choix et un sentiment d'inactivité, le tout par la peur, bien sûr. Par définition, le bonheur est un état de parfaite satisfaction. Et il est assez difficile d'atteindre ce sentiment alors que son cerveau est censé solliciter à gérer son angoisse. J'envie grandement les personnes qui ont la capacité de mettre la switch à off et de juste vivre. Elles semblent atteindre le bonheur tellement plus facilement. Du moins, c'est ce qu'elles laissent voir. N'étant pas habilitée à gravir les échelons du bonheur si aisément, j'ai appris à regarder mes enfants, profiter de leurs propres moments de plaisir, s'épanouir et s'émerveiller. Oh, sorry. Already. This already is just about 12 o'clock noon and I am already sleeping, I think. Okay, let's continue. I'm just joking. Let's continue. Plaisir de s'épanouir, s'émerveiller. Ça m'a permis et ça me permet toujours de remplir mon corps de papillons, de roses et de chaleur qui me font flotter jusqu'au prochain moment de béatitude. Je suis persuadée que toute personne sur son X accède naturellement au bonheur et que nous avons tous la capacité d'y arriver. Après maintes réflexions, et croyez-moi, j'ai analysé la question sous tous les angles, j'ai arrivé à la conclusion que pour poser cette épice bien à terre sur son X, il faut tout simplement nous permettre d'être ce que nous sommes réellement. Aussi débile que cela puisse paraître, je n'ai aucune idée de qui je suis. J'ai l'impression de vivre depuis 36 ans en colocation avec une personne qui travaille sur un quart de nuit. On partage tout, on vit ensemble, mais on ne se croise que très rarement. Je viens donc à la rencontre de moi-même. J'apprends à me connaître, à savoir qui je suis en tant qu'humain, et ce que j'aime, ce que je déteste. Je hume les odeurs, j'observe autour de moi, je ressens les vents sur ma peau, j'écoute les mélodies, je déguste les subtilités des aliments. Tous ces petits gestes me ramènent au moment présent et me permettent d'apprécier la vie sans artifice. Tranquillement, j'apprends à assumer la personne que je suis, qui vient avec du beau, du laid, des opinions, des idées et des envies. Bien qu'on entende régulièrement qu'il ne faut pas regarder en arrière, je crois que revenir à la base et de retrouver ce que le jeune enfant en soi aimait peut amener quelques pistes de départ. J'essaie de claquer la porte à l'angoisse pour permettre au beau d'entrer. J'aspire à cumuler les petits plaisirs, les miens qui me permettront enfin de m'emplir de ce sentiment, le bonheur. Bonheur 101. Peu importe ce qui vous arrive, vous ne serez pas heureux Peu importe ce qui vous arrive, vous ne serez pas plus heureux qu'en ce moment. Oui, même si vous gagnez à la loterie. N'est-ce pas une des choses les plus déprimantes que l'on peut lire sur le bonheur? Apparemment, c'est scientifiquement prouvé. Mais si vous êtes comme moi, vous avez des doutes, le pessimisme, ce n'est pas ma tasse de thé. L'autre jour, en conduisant à travers la campagne dans les cantons de l'Est, j'ai mentionné en pointant les doigts vers les beaux domaines que j'aimerais tellement avoir une belle et grande maison comme celle-ci. Tu ne serais pas plus heureuse, dit mon frère, le scientifique. Il continue en disant que toutes les études sur le bonheur le prouvent. Nous sommes tous nés avec un capital de bonheur qui varie très peu au courant de notre vie.
Peu importe ce qui se passe dans nos vies, les éléments positifs et négatifs, cela n'influence pas grandement notre bonheur à long terme. Il est vrai que nous avons tous des exemples des gens très pauvres et qui sont très heureux. Tout le monde connaît quelqu'un qui a une histoire de voyage exotique à raconter sur le sujet. Et à l'inverse, des gens qui ont tout pour être heureux mais qui sont continuellement en train de se plaindre. Bref, nous serions génétiquement programmés avec un certain niveau de bonheur et nous revenons à ce niveau plus ou moins élevé. Même après des événements qui bouleversent complètement notre vie. Je ne sais pas si je suis programmée pour le bonheur, mais je suis programmée depuis ma tendre enfance à m'obstiner avec mon frangin. J'ai donc fait une rapide recherche pour les contredire un brin sur le sujet. Il est vrai que des études sur le bonheur montrent que nous avons tous un capital de bonheur de base et que même si les événements qui marquent la façon permanente altèrent notre bonheur de façon positive ou négative, après un certain laps de temps, notre niveau de bonheur revient à son niveau de base. C'est le psychologue américain Ed Diener, l'un des premiers à avoir étudié le bonheur de manière scientifique, qui en est arrivé à cette conclusion. Bon, mon frère, il avait raison. Il avait encore raison. Un brin d'espoir. Oh, j'adore comment elle écrit, cette femme-là. C'est vraiment nice. C'est vraiment joli. Un brin d'espoir. Toutefois, la plupart des recherches indiquent aussi que notre capacité de bonheur est acquise de façon génétique à environ 50%. Pour le reste, les résultats sont partagés. Il y aurait un 10% qui serait relié à notre apparence physique. Oh mon Dieu! Wow! À savoir si celle-ci nous convient ou pas. Imaginez le jackpot génétique de ceux qui naissent beaux et programmés pour être heureux. Et oui, la vie est belle, mais elle est injuste. Finalement, il reste 40% de probabilité de bonheur qui ne serait reliée à notre génétique ni à notre physique, mais bien à nos choix. Nous avons donc tous une chance de faire croître notre bonheur finalement. L'une des clés pour l'atteindre, une grande étude de l'université de Harvard qui a suivi des participants pendant 75 ans nous apprend que la clé du bonheur est de cultiver nos relations. Ça a l'air simple. C'est de cultiver nos relations. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas simple. Cultiver ces relations, ça fait partie pour atteindre un bonheur. Ok. Mon papa, le bonheur sur deux pattes. Le bonheur me fait toujours penser à mon père. Il a fait sa carrière en tant que professeur de philosophie au cégep. Il nous lissait ses vieilles feuilles de brouillon pour faire notre dessin au verso. Papa enseignait la philo 101. Il faisait toujours des petits bonhommes sourire avec des chiffres. Il a vécu pendant près de 10 ans les hauts et les bas d'un diagnostic de cancer. On entend souvent les gens dire que de vivre avec la maladie leur apprend à profiter pleinement des petits moments de bonheur. Mais papa était l'homme qui avait le moins besoin de cette leçon-là. À ses côtés, nous avons appris que la vie était belle et le fun. Même à la fin, il trouvait les moyens de faire des blagues. Sur son lit de mort, ses dernières paroles ont été pour nous faire rigoler. Papa a toujours eu le bonheur facile. Je suis chanceuse d'avoir hérité de ses gènes. Puis c'est tellement vrai parce que la façon dont cette femme écrit est tellement belle. J'adore. Et vraiment exceptionnelle. C'est vrai que je me remets facilement à des peines, déceptions, frustrations, des drames petits et grands qui composent les aléas de la vie. Paradoxalement, c'est une des prises de conscience qui me fait le plus de peine depuis la mort de mon père. Je suis heureuse quand même. Hein? Comment ça? C'est vrai que je me remets facilement des peines, déceptions, frustrations et des drames petits et grands qui composent les aléas de la vie. Paradoxalement, c'est une des prises de conscience qui me fait le plus de peine depuis la mort de mon père. Je suis heureuse quand même si je pense à lui tous les jours, que je m'ennuie de lui infiniment et que je pleure toujours sa mort. Presque 2 ans plus tard, je suis heureuse quand même. Mon papa m'a donc fait réaliser que de perdre un être cher, ce n'est pas dire adieu au bonheur. Et à mon tour, j'espère avoir permis à mes
3 enfants cette façon optimiste de voir la vie. Et à mon tour, j'espère avoir transmis à mes 3 enfants cette façon optimiste de voir la vie. Tu vois, même quand tu n'es plus là, tu contribues à mon bonheur, à notre bonheur. Merci, papa. Waouh! C'est touchant. C'est vraiment touchant. Waouh! Adepte du trentisme moderne, Martin Bilodeau pratique le trentisme depuis de nombreuses années. Je dois dire que j'aime pas le nom Martin. Ok, ça c'était juste trop là. J'ai trop partagé, mais bon. Vous le savez déjà. Adepte du tantrisme moderne, Martin Bilodeau vous invite à remettre de l'âme dans votre vie. Martin Bilodeau s'est intéressé à la méditation. J'aime pas dire ce prénom-là. Martin Bilodeau s'est intéressé à la méditation de façon passionnée alors qu'il n'avait que 18 ans. Il s'est converti au bouddhisme et en fait une pratique quotidienne depuis 25 ans. Au même moment, il était intervenant social et travailleur de rue auprès des jeunes délinquants. 10 ans plus tard, le trentisme moderne est rentré dans sa vie par le bouddhisme. Au-delà de la croyance populaire, le tantrisme est une union entre vous et l'amour pur. Vous devenez amour, dit-il. Depuis ce temps, Martin Bilodeau parcourt le monde comme guide de retraite et de voyages spirituels, en plus d'être auteur de 2 livres, Réveillez votre petit Bouddha intérieur et son nouveau guide pratique du trentisme moderne, Célébrer l'amour et la sexualité. C'est une entrevue. Qu'est-ce qui t'a amené au tantrisme? Quand on étudie le bouddhisme tibétain, on commence par étudier les sutras, la psychologie bouddhiste, les fondements de tout ce qui est enseigné au grand public. Par exemple, l'art de la compassion, comment gérer sa colère, comprendre l'esprit, le mental, l'ego. Les tantras, c'est comme la voie mystique, la voie sur la compréhension de la vacuité, l'union, le sentiment de connexion. Quand l'ego disparaît, il y a comme un moment d'extase. On vit ça dans la nature, entre autres devant un coucher de soleil ou à la naissance d'un enfant. Le corps s'ouvre à l'infini et il y a un état d'extase. Je me suis intéressée 10 ans plus tard au trentisme plus moderne qui se vit à travers la nudité, la sexualité sacrée et les rites sexuels. Oh, un instant. Sorry about that. I was cooking and I forgot. I didn't forget. I was cooking and the water is like flood. Anyways, forget that. Just let's come back to the reading. Je me suis intéressée il y a 10 ans plus tard au tantrisme plus moderne qui se vit à travers la nudité, la sexualité sacrée et les rites sensuels. Il s'agit de réapprendre à aimer son corps pour ce qu'il est et de remettre l'amour au centre de nos relations humaines. Toutes ces pratiques de tantra moderne se vivent à 2. Voici des exemples de gestes de posture possibles dans la pratique du tantrisme. Il faut réapprendre ce que ça goûte d'être ensemble, croit Martin. Le plus beau de notre expérience humaine, c'est notre rencontre avec les autres. Ok. Écoutez ça. Hein? Le plus beau de notre expérience humaine, c'est notre rencontre avec les autres. Intéressant. On va continuer à lire pour voir s'il est aussi intéressant que ça, c'est monsieur. Je pense que oui. Une seule question qui est en tout cas plus intéressante que moi, ça c'est sûr, hein, parce que
D'un point de vue méditation, c'est lui qui gagne. Une seule question à se poser tous les jours. À 27 ans, j'en étais à mon deuxième voyage au Népal dans un séminaire sur les bodhisattvas, sur l'amour et la compassion. L'enseignante bouddhiste nous a demandé de nous poser la même question chaque soir avant de s'endormir. Une question qui allait me permettre d'évaluer si j'avais une bonne vie. Depuis, avant de me coucher, je me pose la question. Et j'ai assez aimé aujourd'hui. Ça a complètement changé ma vie. Waouh! C'était au moment où je vous avais dit qu'il avait des bons trucs pour la méditation et l'amour propre. Ça a complètement changé ma vie. C'était au moment où j'ai concordé un centre pour des jeunes délinquants. Il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas dans l'intention pure, et ça a suivi depuis ce temps-là constamment. Parce que finalement, c'est quoi une bonne journée? Ce n'est pas une journée où le monde m'a aimé, où j'ai fait de là. Ce n'est pas une journée où le monde m'a aimé, où j'ai fait de l'argent. Les tantras se vit-il toujours dans la nudité? Les tantras blancs qui se vit en groupe dans la tradition Kundalini Yoga où les adeptes sont habillés en blanc et sans nudité. Bhakti Yoga, qui est la pratique de dévotion, des chants sacrés, des danses, d'extase dans le mouvement, on n'a besoin de personne ni d'être. On a besoin de personne ni d'être une. Cela a peu rapport à ce qu'on conçoit comme étant la sexualité. Il y a beaucoup plus de connexion avec ce qui est l'amour. Cessez de faire l'amour et laissez l'amour se faire à travers vous. Finalement, on ne fait rien, on est simplement en amour. Avec cette émanation d'amour, il y a de bonnes caresses, la présence, le regard. Parfois, les larmes et les émotions vont naître dans un rapport sexuel, sensuel ou sexuel avec l'autre. Et là, on va arrêter de relier la sexualité avec la génitalité. C'est une sensualité consciente. On va être conscient de la respiration de l'autre, se fondre dans ses yeux, prendre soin de lui. Par exemple, laver le corps de l'autre, c'est tantrique. Le tantra, c'est notre capacité d'union avec l'autre. À quoi peut-on s'attendre du tantra? Le tantra est une invitation à remettre de l'âme dans la relation amoureuse, de l'âme dans la relation humaine, de l'âme dans notre sexualité. On a tellement vu la sexualité comme quelque chose d'opposé à ce que c'est. La sexualité est un miracle. On a tellement vu la sexualité comme quelque chose d'opposé à ce qu'elle est. La sexualité est un miracle. C'est la beauté, c'est un échange d'amour, c'est un rite d'union et de communion. S'il y a bien quelque chose qui ressemble à la communion, c'est bien deux corps qui se fondent l'un dans l'autre. Quand l'ego se mêle des relations humaines, il voit l'autre à travers le spectre de « je te consomme ». Et on consomme nos relations humaines parce que l'ego calcule. L'ego veut gagner. Donc, il ne veut pas perdre. Il est toujours en train d'évaluer s'il a reçu plus de la relation, du moment, de l'expérience de la réunion. Il veut sortir gagnant partout parce qu'il est en évaluation. Il se sert du mental. Son outil est mental. L'âme, son outil, c'est la conscience. Quand l'ego apparaît-il? L'ego est là dès que je m'observe avec jugement, avec comparaison. Et nos relations humaines sont contaminées constamment par l'ego. Et je ne dis pas consciemment, je dis constamment. Parce qu'on ne se voit pas. Si on se voyait, ne serait-ce qu'un instant, my God, on se calmerait. On n'essaierait plus de gagner, on essaierait d'aimer. L'âme, elle est là pour offrir la conscience dans l'être, c'est de se réveiller chaque matin et de se dire comment je peux contribuer au monde, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde, je suis là pour offrir. L'ego, lui, se demande qu'est-ce que je peux prendre du monde, qu'est-ce qu'aujourd'hui le monde peut m'offrir, comment puis-je profiter de la journée, comment puis-je le plus profiter de la journée. Profiter veut dire mettre ça au profil, mon profil. Et comment peut-on remplir ce vide? Il faut se connecter à quelque chose en nous, parce qu'intérieurement, on se situe dans l'espace de vide. Ce vide-là est plein quand je ne suis pas dans le mental, parce que plus j'essaie de remplir de l'extérieur vers l'intérieur, plus je crée l'illusion qu'en dedans, il y a un vide. Bouddha disait, vouloir remplir ta conscience,
Ton être par l'intérieur, c'est comme d'être assoiffé et de s'abreuver avec de l'eau salée. Plus on va s'abreuver de l'eau salée, plus on va avoir soif. Il n'y aura jamais de limite à avoir encore plus d'argent pour être heureux, d'amis ou de succès. Comment arrêter de vouloir avoir raison? Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Je travaille là-dessus. Je vais commencer à travailler là-dessus. Parce que je veux toujours avoir raison. Je veux toujours... C'est pas très bon. Comment arrêter de vouloir avoir raison? On n'a jamais raison. La raison n'a à se mêler de l'amour ni de la vie. La raison est là pour nous aider à faire l'épicerie, calculer les impôts, à planifier une stratégie pour un projet, à conduire sur la route et c'est tout. La raison, c'est le centre opérationnel. Le conseil exécutif, c'est l'âme, c'est le cœur. C'est ça qui donne une direction à la machine. L'ego et le mental, ce sont des serviteurs. Comment fait-on pour calmer son ego? Grosse question. Il n'est pas dans un espace intérieur de plein. Le plein, ce n'est pas le mental, c'est le cœur. Le cœur est déjà plein. C'est déjà plein d'amour, de joie, d'émerveillement, de douceur, de gratitude, de fou rire. Il n'y a rien à remplir, il y a juste des occasions d'exprimer ce plein-là. Finalement, d'exprimer ce qui nous habite et ce qui est le plus beau en soi. Il faut que nous soyons les uns et les autres un réceptacle de ce qui est beau dans l'autre. Pour ça, il faut donner la chance d'exprimer le meilleur en nous et nos relations humaines et de ne pas tirer chacun de son bord pour avoir un petit peu plus de l'histoire. C'est pour ça qu'il faut donner la chance, finalement, d'exprimer ce qui nous habite, ce qui nous... Comment fait-on pour calmer son ego? Il n'est pas dans un espace intérieur de plein. Le plein, ce n'est pas le mental, c'est le cœur. Le cœur est déjà plein. C'est déjà plein d'amour, de joie, d'émerveillement, de douceur, de gratitude, de fou rire. Il n'y a rien à remplir, il y a juste des occasions d'exprimer ce plein-là. Finalement, d'exprimer ce qui nous habite et ce qui est le plus beau en soi. Il faut que nous soyons les uns et les autres un réceptacle de ce qui est beau dans l'autre. Il faut que nous soyons les uns les autres un réceptacle de ce qui est beau dans l'autre. Pour ça, il faut se donner la chance d'exprimer le meilleur en nous dans nos relations humaines, de ne pas tirer chacun de son bord pour avoir un petit peu plus de l'histoire. On n'a jamais raison. La raison n'a pas à se mêler de l'amour ni de la vie. Wow! Ok, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine fois.